Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va évidemment revenir sur ce back-to-back absolument fou qu'on a vécu à Utah et Golden State. Dans la dernière vidéo, on l'a dit en plus, il y avait moyen d'aller chercher 2 victoires parce qu'on disait les dynamiques de ces 2 équipes-là n'étaient pas particulièrement folles. En plus, Utah avait pas mal de blessés, avec notamment dans le secteur intérieur Markkanen et Kessler. Donc, il y avait moyen d'en profiter. C'est chose faite. 2 victoires acquises dans la difficulté quand même, qu'on a failli laisser échapper les 2 fois. Mais 2 victoires qui font du bien, tout simplement, pour le classement, pour la dynamique, etc. Le match à Utah, il y a quand même pas mal de choses qui m'ont pas particulièrement plu dans ce match. Déjà, l'effort défensif a été nul tout le long. On a concédé trop de points faciles près du cercle. On s'est fait manger au rebond. On leur a donné beaucoup trop de secondes chances. Et habituellement, on est plutôt pas mal pour défendre sur ce genre de truc-là. C'est plus pour les 3 points qu'on a plus de mal à faire les close-out, à venir contester. Et on prend souvent beaucoup de 3 points. Mais en général, protection du cercle, on est capable de faire un bon taf. Mais là, sur ce back-to-back et de manière un peu plus globale sur les quelques derniers matchs, c'était quand même un petit peu plus compliqué. On est plus souvent dominé au rebond, etc. Donc c'est un petit peu, ouais, en ce moment, c'est un peu moins performant à ce niveau-là. Mais bon. Mais là, ce match contre Utah, euh, on s'est pris des pick and roll à répétition par les intérieurs remplaçants du Jazz. Parce que, comme on disait, il manquait Markkanen et Kessler. Et donc, ils avaient quand même un 5 et des rotations qui étaient un peu plus petites que d'habitude. Collins a joué poste 5 pratiquement tout le match. Donc ça a été malgré tout très compliqué. On s'est fait vraiment bousculer par cette équipe du Jazz. On s'est fait dominer au rebond. Il y a eu des séquences où je sais plus quel joueur va chercher un rebond par-dessus la tronche de B-Team. Il y a un autre moment où là, il y a 3 joueurs des Bulls qui sont à regarder le ballon et t'as un joueur du Jazz qui arrive et qui l'attrape. D'ailleurs, je crois que c'était Collins. Enfin bref, il y a eu plein de hustle play comme ça où euh, on s'est fait bousculer sur les rebonds, etc. Et ce qui nous a sauvés tout le long de ce match-là, c'est notre adresse extérieure parce qu'on a réussi énormément de 3 points, notamment en première mi-temps où on en avait déjà inscrit 13. Et ce qui est bien, c'est que ça venait pas genre de un type qui faisait feu dans tous les sens, même si Kobe White en a claqué pas mal. Mais il n'y avait pas que lui, il y avait voilà, DeRozan, Ayo, Caruso, Vooch, tout le monde a un peu participé à ça. Et la plupart de ces 3 points étaient des shoots qui arrivaient dans le bon tempo, avec la bonne circulation de balles voilà, pour que ça arrive dans les mains du shooter démarqué, etc. Il y avait du rythme. Euh, Offensivement, on a vraiment fait des choses très intéressantes dans ce match pour compenser notre défense qui était pauvre tout le long, quoi. Sauf dans le dernier quart-temps. Par contre, là, on a eu un petit peu de difficulté. On mène de 10 points pour débuter ce quatrième quart-temps. Et d'un coup, euh, c'est comme si on avait décidé d'arrêter de faire ce qui marchait offensivement pour faire autre chose, quoi. On a arrêté de prendre des 3 points. Sur le, sur le quatrième quart-temps, on a pris un seul tir à 3 points et c'était dans les 2 dernières minutes, Ayo qui l'a loupé en plus. Euh, alors que jusqu'ici, c'est ce qui faisait notre force, on en a mis 17 des 3 points dans les 3 premiers quarts. Et là, après, on a arrêté. Bon, la défense du Jazz a fait aussi qu'on avait moins de possibilités de faire circuler la balle, etc. Mais on a aussi beaucoup trop cherché à s'enfermer dans de l'ISO pour DeRozan. Alors, à son crédit, il en a quand même. Il a rentré énormément de shoots et il nous a maintenu dans ce match-là. Mais on a arrêté de faire ce qui fonctionnait et j'ai trouvé ça vraiment très très étrange et surtout très gonflant. Parce que bah voilà, on est parti dans d'autres choses pendant que Utah, eux, pendant ce temps-là, bah, revenaient au score, continuaient de jouer agressif parce que nous, on n'a pas continué à défendre par contre, hein. La défense sur les 48 minutes, on a dit que c'était un concept qui ne nous intéressait pas. Et donc, quand on a arrêté de prendre des 3 points, bah, Utah est revenu. Eux, ils en ont mis 5 dans le quatrième quart-temps. Et puis, il y aura encore des rebonds offensifs, des secondes chances, voilà, des hustle plays. Et du coup, il lance un run 10-1 dans les dernières minutes. Et là, tu te dis, c'est pas vrai, on a été devant tout le long et on est en train de laisser échapper ce match. Euh,
Ils mènent 114-112 avant que DeRozan égalise au lancer franc. On fait une faute volontaire sur Sexton pour l'envoyer au lancer et casser le chrono. Derrière eux font la même chose sur DeRozan dans les dernières secondes. Avant que les esprits s'échauffent un peu devant le banc des Bulls avec euh, Torrey Craig qui commence à s'en mêler un peu, l'assistant coach Chris Fleming qui s'y met aussi, et puis John Collins qui agrippe, il l'étrangle pas, mais il l'agrippe comme ça, Chris Fleming, et derrière, bon, donc, ça prend des plombes avec les ralentis. Les arbitres, euh, non seulement n'excluent pas, enfin non seulement Collins ne prend qu'une technique pour ça, mais il n'est même pas exclu, alors que normalement, si tu touches un, un assistant coach ou le coach ou quoi, ou un mec sur le banc, t'as pas le droit de faire ça. Normalement, tu dois être exclu. Mais non seulement il n'est pas exclu, mais en plus, comme ils ont donné 2 fautes techniques aux Bulls, une pour Craig, une pour Fleming, et une seule côté Jazz, à savoir Collins, ça a donné un lancer franc pour Utah. Donc, dans ce bordel, c'est finalement Utah qui s'en sort le mieux parce qu'ils obtiennent un lancer franc qu'ils auraient absolument pas dû avoir. Ils mettent ce lancer franc, égalisent à 117-117, mais du coup, DeRozan, lui, avait ses 2 lancers francs, vu qu'ils avaient fait faute sur lui juste avant que ça parte en vrille. Il met ses 2 lancers, on mène 119-117, il reste 9,3 secondes. Remise en jeu pour Utah. Clarkson, tout seul, tête de raquette, 3 points. On a du cul, il le loupe. Kobe White prend le rebond, mais en retombant, il a le pied qui marche sur la ligne de touche. Donc, nouvelle remise en jeu pour Utah. Sous le panier. Et encore une fois, Clarkson tout seul dans le corner à 3 points. Là, tu te dis, c'est pas possible. On le fait exprès. 2 fois, en l'espace de 9 secondes, on laisse le même gars totalement démarqué sur une remise en jeu. C'est pas normal. Heureusement, il a loupé ce shoot-là aussi. Et derrière, du coup, on s'impose 119-117 à Utah. Mais gros ouf de soulagement parce que on a failli se faire punir. Mais sévèrement parce qu'on n'a pas défendu toute la soirée. Et malgré une belle prestation sur le plan offensif, on a failli se faire avoir, quoi. Parce que franchement, offensivement, on a perdu que 7 ballons. On a donné 29 passes décisives. Il y a eu du rythme, il y a eu de l'adresse. On a shooté à 50% au shoot, à 43,6% à 3 points sur du haut volume, 17 sur 39. Mais à côté de ça, Utah, ils ont pris 14 rebonds offensifs. Ils ont mis 22 points sur des secondes chances. Et ils ont eu 2 énormes opportunités dans les 10 dernières secondes pour nous flinguer. Et heureusement, ils ne l'ont pas fait. Donc on s'en sort très bien sur ce match-là. On le gagne, c'est cool. Mais la manière dont ça s'est déroulé, honnêtement, après ce match-là, j'étais quand même un peu énervé. Parce que les efforts défensifs n'y étaient pas, clairement. Et on était tellement à 2 doigts de se faire punir, mais grave que... ouais, honnêtement, il m'avait un peu gonflé ce match-là. Donc tu te dis, la leçon elle est retenue pour le lendemain à Golden State. Sauf qu'eux, ils sont au complet. Ils étaient aussi en back-to-back, mais comme il y a eu un blowout la veille, ils ont un peu reposé des joueurs. On récupère quand même Torrey Craig, dont on avait dit dans la dernière vidéo que Billy Donovan disait qu'il voilà, il était possible qu'il revienne pendant le road trip. Et on avait dit probablement pas Utah, parce qu'ils vont peut-être pas le faire revenir pour un back-to-back, mais pour le deuxième match d'un back-to-back, c'est déjà un peu plus pratique. Donc il est revenu avec une limitation de minutes entre 12 et 16 minutes. Et il a fait un match plutôt intéressant. Mais donc ce match contre Golden State, on le débute plutôt bien d'ailleurs avec notamment Vucevic qui est beaucoup impliqué, qui a beaucoup de ballons à l'intérieur pour profiter de son avantage de taille, parce que pareil, les Warriors, c'est pas très grand comme équipe. Donc du coup, Vucevic inscrit 11 des 16 premiers points des Bulls. Il va chercher, voilà, il y a des dunks, il y a des hooks, il met un 3 points, donc il est bien impliqué, il y a des bonnes passes pour lui. Mais au fil des minutes, dans ce premier quart-temps, on va prendre du retard parce que dès qu'on essaye d'accélérer pour matcher la vitesse des Warriors, bon, on a un peu plus de mal, on perd quelques ballons, on ne fait pas forcément les bons choix. Alors que Golden State, par contre, ça enchaîne dans tous les sens. Il y a du mouvement loin du ballon, il y a des mecs en permanence qui font des appels à droite à gauche, et ils trouvent des shoots ouverts. Klay Thompson sort du banc et met 2 paniers à 3 points. On est mené à la fin du premier quart-temps, mais ça va pas durer parce que en fait Golden State va se mettre à arroser dans tous les sens et pourtant ils trouvent encore des shoots ouverts avec
leur circulation de balle, le mouvement loin du ballon, les mecs qui bénéficient de screen à l'opposé pour être démarqués. Mais ils vont louper beaucoup de shoots à la suite et donc ça va nous permettre de revenir. On va passer devant au milieu du deuxième quart-temps avec un 3 points de Caruso. Et derrière, on va arriver à garder cet avantage jusqu'à la pause, malgré une équipe de Golden State qui de plus en plus fait des pick and roll où il force des switches défensifs qui ne conviennent pas vraiment et arrive à trouver quelques points de cette manière-là. Mais on continue de mettre des 3 points avec Caruso, avec Phillips, avec Wooch et du coup on est devant la pause. Mais quelque part dans le troisième quart-temps, t'as l'impression que les Bulls, c'est un peu comme si à force de voir les Warriors continuer de se créer des bons shoots et en mettre, avec notamment Steph Curry qui commence à monter en puissance dans ce match. On l'avait pas trop vu en première mi-temps, mais là il commence à mettre des 3 points, à être actif, à provoquer. C'est comme si les Bulls un petit peu commençaient un peu à paniquer, peut-être un petit peu, à se dire bon, là on n'arrive pas vraiment à obtenir des stops, à les contrer, ça va trop vite pour nous, qu'est-ce qui se passe? Il faut un end-one de DeRozan où il met un panier. Et à ce moment-là, il y a quoi? Il ramène les Bulls à peut-être 3 4 points, donc il n'y a pas un retard extraordinaire ou quoi. Mais il se retourne et il dit à tout le monde, oh les gars, calmez-vous, on est bien, on n'est pas en retard. Tout, parce que comme si tout le monde était un peu en train de, je sais pas, de mentalement lâcher un petit peu. Il a fallu que DeMar DeRozan, après un end one, dise à tout le monde de se calmer. Et comme par magie, derrière, ça a été beaucoup mieux. On a très bien fini le troisième quart-temps. On a signé un gros run avec DeMar DeRozan et Kobe White qui ont enchaîné les gros shoots, que ce soit à 3 points, que ce soit en attaque du cercle, etc. On finit sur un 19-4 dans les 4-5 dernières minutes du troisième quart-temps et on mène de 10 points après 3 périodes, comme à Utah. Et comme à Utah, on va avoir pas mal de difficultés dans le quatrième quart-temps où on continue de se faire bousculer défensivement, où on concède des secondes chances. Donc exactement le même scénario. On commet un peu des erreurs en attaque avec des passages en force devant Chris Paul, etc. On va passer plus de 4 minutes sans mettre un seul panier. Et encore une fois, tu sens que le match, petit à petit, t'échappe un petit peu. Tu te dis, putain, ils vont pas faire ça 2 soirs de suite, quoi. Et là, il y a 3 coups du sort, pratiquement coup sur coup, qui vont bien aider les Bulls. Déjà, Steph Curry qui se blesse à la cheville, à 3 ou 4 minutes de la fin, sur une lutte au rebond, où voilà, il se tord la cheville droite, tu le vois, il boite et après il va au vestiaire. 2 minutes plus tard, Draymond Green est exclu après 6 fautes, donc il sort. Et dans les dernières secondes, c'est Podziemski qui va louper un énorme lay-up alors qu'il avait obtenu le switch sur Vucevic et qu'il l'avait laissé sur place sur son drive. Il est parti au cercle, pas vraiment de contest et il a loupé ce lay-up qui aurait pu permettre d'égaliser à 121 partout. Mais au lieu de ça, bah, il offre la victoire aux Bulls en fait parce que derrière les Warriors font des fautes pour nous envoyer au lancer mais on ne tremble pas. Mais il faut parler, avant ce loupé de Podziemski, il faut parler de l'incroyable fin de match de DeRozan une fois de plus, parce que DeMar DeRozan nous a encore sorti du pétrin. Il a inscrit 7 points dans les 45 dernières secondes du match, dont un énorme head one qui a mis les Bulls devant, juste avant que Podziemski loupe ce layup qui aurait pu égaliser à 121 partout. Gros match encore une fois de DeRozan et même si j'aimerais quand même que dans les quatrièmes cartons, on continue de jouer un basket un peu rythmé et fluide comme on l'a fait sur les 3 premières périodes de ces matchs-là. Mais quand tu vois ce que DeRozan fait en ce moment dans les quatrièmes cartons, c'est juste extraordinaire. Déjà à Sacramento, il avait été monstrueux, il avait mis plus de points que les Kings à lui tout seul dans le quatrième quart. Euh, Là, contre Utah, il a été énorme aussi, il a mis beaucoup de points. Là, pareil, contre Golden State, il a rentré énormément de gros shoots. Euh, sur les quatrièmes cartons uniquement, sur les 3 matchs de ce road trip, uniquement sur les quatrièmes cartons, DeRozan il tourne à 15 points par match, à 66,7% au shoot et à 92,3% au lancer. Il en a loupé qu'un seul. Extraordinaire. Et en plus, avec beaucoup de shoots extrêmement difficiles. C'est pas comme si à chaque fois il était démarqué, il mettait des shoots absolument pas contestés. Non, il y a des N1 où il prend des contacts, il y a des fadeaway, il y a des turnarounds, il y a des trucs, mais invraisemblables. Mais DeRozan est capable de rentrer ce genre de shoot, il l'a démontré toute sa carrière. Et honnêtement, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il les met.
quand il les met comme c'est le cas sur ces 3 matchs-là, tu peux rien dire. Euh, c'est sûr que s'il les avait loupés, on dirait mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi on joue pas plus simplement? Pourquoi on fait pas tourner la balle? Pourquoi on n'implique pas plus d'autres joueurs comme Kobe, etc. Pour les fins de match, pour leur donner des responsabilités. Mais quand DeRozan fait ce qu'il fait sur ces trois matchs-là, il est extraordinaire. Et il est extraordinaire. Il a quand même encore la pêche pour un mec qui mène la ligue à la moyenne de minutes par match, à quasiment 38 minutes par soir. Il est extraordinaire. Il a fini le match avec 33 points encore, à 10 sur 17 au shoot, 10 sur 11 au lancer. Vucevic aussi a fini avec 33 points sur ce match-là. Donc lui, il a aussi sorti un très très gros match. Et là aussi avec beaucoup d'efficacité. Il a fini à 14 sur 23 au shoot, 3 sur 6 à 3 points. Sachant qu'il a quand même beaucoup arrosé à 3 points cette saison. Donc on prend quand il fait 50%. Il a pris 11 rebonds, il a fait 5 passes, il a fait son taf clairement. Euh, Kobe rajoute 20 points, Ayour ajoute 14 points. Et ce qui était aussi plaisant sur ce back-to-back, c'est qu'on avait dit dans la dernière vidéo après le match contre les Kings que le banc devait apporter plus. C'était une des conditions pour qu'on aille chercher des victoires sur ces matchs-là. Et parce que face aux Kings, ils avaient inscrit seulement 11 points, dont 6 de Julian Phillips. Et on a vu ça sur ce back-to-back, notamment un joueur sur lequel il faut revenir, c'est Jevon Carter. Parce que dernièrement, on le disait, il était beaucoup trop hésitant sur certains shoots. Avant, dès qu'il avait le moindre espace, il dégainait. Et là, maintenant, il fait des feintes, il perd du temps, il hésite, il passe des shoots. Il y avait ce match où il avait un lay-up tout cuit et puis il ressort la balle pour un 3 points. Là, sur ce back-to-back, il a été très très bon, des shoots dans tous les sens, un gros pressing défensif de l'autre côté. Euh, voilà, il a apporté des points précieux, notamment sur ce match contre Golden State où il met 10 points, avec deux bons paniers à 3 points. Euh, il a été bien meilleur sur ces derniers matchs, donc pourvu que ça dure, parce qu'on va quand même avoir besoin de Jevon Carter sur cette fin de saison. Euh, Phillips a fait des entrées intéressantes aussi, notamment défensivement. B-Team, défensivement par contre lui ça a été beaucoup plus compliqué, mais il a quand même mis quelques 3 points par-ci par-là qui ont permis de relancer la machine par moment. Donc voilà, chacun dans son rôle a apporté quelque chose. Et au final, sur ce back-to-back, celui qu'on a peut-être le moins vu en sortant de banc, c'est Drummond. Euh, Pas particulièrement déterminant dans les batailles au rebond, parce qu'on s'est quand même bien fait dominer au rebond sur tous ces matchs-là, alors que pourtant, c'était pas des secteurs intérieurs extrêmement puissants en face. Hein, comme on disait, Utah, il manquait Markkanen et Kessler. Golden State, c'est pas, voilà, il n'y a pas de pivot dominant, il n'y a pas des mecs de 2 m 15, etc. Donc, c'est un petit peu bizarre. Et puis même offensivement, il n'a pas marqué beaucoup de points. Défensivement, il n'a pas franchement eu un énorme impact non plus. Donc ouais, Drummond a été un peu moins bien que ce qu'il a eu l'habitude de nous montrer sur ce back-to-back. Et c'est aussi pour ça probablement qu'il a eu moins de minutes aussi. Donovan a dit bon bah ce soir c'est pas top, donc on va peut-être pas l'utiliser à 25, 26, 27 minutes comme sur certains matchs dernièrement. Et je crois qu'il a joué que 12-13 minutes contre Golden State. Donc voilà, ça vient peut-être aussi de ça. Mais bon, voilà, au final, c'est fait 2 victoires qu'on va prendre, hein, clairement. On va prendre tout ce qui arrive. Hein. Euh, 2 victoires avec des scénarios assez similaires, mais qui laissent un ressenti différent. Moi, après le match contre Utah, j'étais énervé parce que voilà, il y avait le coup des absents. On avait la place de gagner de manière plus tranquille et on l'a pas fait parce que défensivement, on a rien branlé sur ce match-là. Et en plus, on a laissé 2 tirs ouverts, mais énormissimes, et on aurait très bien pu perdre ce match-là. Alors que Golden State, même si c'est un scénario relativement similaire, euh, c'était une équipe déjà qui était au complet et on a fait un meilleur effort défensif. On n'est pas passé de 0 à 100, c'était pas, voilà, c'était un peu mieux. C'était pas extra, mais c'était un peu mieux parce qu'on a quand même laissé des robots offensifs, etc. Et puis on s'en sort encore une fois très bien avec le lay-up loupé de Podziemski dans les dernières secondes. Après, c'est offensivement qu'on a vu de belles choses sur ces 2 matchs, à quelques passages près, quoi. Parce que voilà, il y a 4 minutes où on ne marque pas face à Golden State dans le quatrième quart-temps. Et puis le quatrième quart-temps contre Utah, c'est énormément d'isolation pour DeMar DeRozan. Ça a apporté ses fruits parce que voilà, il a rentré ses shoots, mais t'aimerais quand même parfois voir des trucs un peu plus fluides, balle en main, quoi. Mais bon, ça après, voilà, c'est comme ça. Euh, 3-0 sur ce road trip. Qui l'aurait dit au début? Incroyable. Sachant qu'on venait de prendre des branlées à domicile et qu'on a aussi perdu contre Détroit. Donc bon, là c'était quand même assez inattendu. Il y a l'occasion ce soir à 22 h, donc match à horaire plutôt intéressant en France.
Pas pour moi parce que je serai au taf et donc je le verrai pas avant le lendemain matin. Mais face aux Clippers, il y a moyen d'aller finir ce road trip sur un perfect, 4-0. Et si on le fait, bah déjà c'est énormissime. Faire 4-0 sur ce road trip, personne ne l'aurait dit au départ. Mais si en plus on arrive à gagner ce match-là, on équilibre le bilan. On est à 32 victoires, 32 défaites. Donc 50% de victoire, ce serait la première fois depuis, écoute bien, le 9 novembre 2022. Ça fait 16 mois qu'on n'a pas eu un bilan à l'équilibre. Pile, 16 mois pile. Sans déconner. Rien que de prononcer cette phrase, ça me met les balles. Mais voilà, 16 mois sans le moins de bilan à l'équilibre. Voilà, parce qu'à l'époque, on était à 5-5 avant de. Non, 6-6 avant de perdre un match. Je crois que c'était face aux Pelicans. Voilà. Donc, espérons finir ce road trip en beauté. Sachant que lundi, on reçoit Dallas. Après, il y a un back-to-back avec Utah et les Clippers qui viennent au United Center aussi. Donc, pas simple sur le papier, mais voilà, ce road trip était pas simple sur le papier. Et pour l'instant, on est invaincu. Donc, on va espérer que ça continue. Avec encore des exploits de DeRozan. Mais espérons quand même une défense un peu plus euh, productive et impactante. Parce que sinon. Alors, on ne peut pas compter à chaque fois sur les loupés adverses dans les dernières secondes pour nous sauver le cul, quoi. Donc voilà, on va essayer de corriger ça sur les prochains matchs. Donc d'ici là, voilà, comme d'hab, portez-vous bien et on se retrouve très très bientôt. Ciao, go Bulls.